Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est 2 diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés? Ça observe les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. Un anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. Tu sais comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entrepotes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô? Et palais, ça va, Vicky? Numéro 1. Non, effectivement, comme tu peux l'entendre, Laurence, j'ai un petit mal de gorge. Et tantôt, j'ai embarqué dans mon auto, mais j'avais oublié que j'avais mal à la gorge. Fait que quand j'ai starté l'auto, Céline Dion partit dans le tapis, puis je me suis laissée emporter, puis oh my God, les sons qui sont sortis de moi. Ça doit être fantastique. J'ai été choquée, là. Ça m'a pris 2 minutes de faire. C'est moi qui ai fait ce bruit-là. Puis j'ai ri pendant genre 5 minutes seule dans mon char. Mais bon, la voix, elle est moins là, mais l'enthousiasme est toujours aussi présent. On aime ça, on aime ça. Et toi, comment ça va, mon ami? Ça va vraiment bien. Bon, c'est le Je- fun. C'est le fun. J'allais dire que les fêtes arrivent, mais c'est parce que... Ben, c'est pas Oui. grave, là, c'est parce que les fêtes arrivent, mais vous allez écouter ça, puis les fêtes vont déjà être passées. Oui, c'est parce que ça. des fois, on oublie qu'on publie par après. Mais bon, Oui, j'ai la petite fébrilité liée à la Oui. magie des fêtes en moi. C'est Je vous ça. le confirme. exact, parce que vous allez entendre ça en 2026, effectivement. Et moi, je suis assez énervée, là, parce que aujourd'hui, on reçoit quelqu'un. Puis, en tout cas, je vais le présenter, puis après, je vais vous dire pourquoi que je suis énervée. On reçoit aujourd'hui Michael. Salut. Bonjour. Ça va? Merci de m'accueillir. Oui, bien, ça nous fait full plaisir de te recevoir. Puis, dans le fond, je vais commencer tout de suite ta présentation parce que je ne veux pas vendre le punch de pourquoi je suis énervée. Fait qu'on part. Michael, tu as complété ton bac et ta maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal avant de débuter ton doctorat, toujours en anthropologie à l'Université d'Ottawa. Passionné par le Japon, tu as entamé tes études au cycle supérieur sous la direction de Bernard Bernier, ce qui t'a d'ailleurs conduit à réaliser des terrains de recherche au Japon, dans ce pays-là. Tu as d'ailleurs été accueilli par l'Institut de recherche de la science des catastrophes de l'Université du Tohoku à Sendai. Je l'ai-tu dit correct? C'est parfait. Yes! En plus d'être candidat au doctorat et chargé de cours, tu es, toi aussi, animateur de balado. Donc, nous avons un collègue baladeur avec nous aujourd'hui. C'est pour ça que je suis énervée. Ton balado, il s'appelle La science des sciences. Et tu l'animes depuis septembre 2024. Hey, ça ressemble à nous autres, ça? Genre à 1 mois près. Là. Fait que dans le fond, t'es comme notre grand frère. Genre, on le Ouais, savait ouais. pas, là, mais on se retrouve. Oui, il y a plus de jumeaux qui est né avant, là, dans ce genre. Oui, Ah ouais, c'est ça, c'est un truc dans ce genre-là. Ton balado, il propose des discussions entre divers chercheurs, chercheuses venant des universités québécoises ou canadiennes pour discuter d'un thème qui les unit. Puis tu cherches à explorer, entre autres, les manières d'acquérir les connaissances, comment analyser les données, puis la vie autour de la recherche académique. Toi aussi, ton objectif, c'est de présenter de façon accessible le plus possible ce qui se fait dans les universités. Donc, on y reviendra plus tard, assurément, mais je vais commencer ça avec la question brise-glace. C'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a dit sur les anthropologues, Michael? Funky, j'ai plus entendu des gens qui en parlaient de manière funky. Moi-même, ça m'est pas trop arrivé. C'est beaucoup des problèmes de discipline. On confond, surtout avec l'archéologie, l'histoire et la sociologie, évidemment. Sociologie, on se met un peu les pieds dans les plats souvent parce qu'on se compare nous-mêmes aux sociologues quand on présente l'anthropologie. Là. Il y a peut-être cette raison.
Mais sinon, c'est beaucoup des gens qui savent pas du tout c'est quoi. Et j'étais cette personne lorsque je me suis inscrit en anthropologie. Hein. Et pas juste l'inscription, là, quand on fait l'action 2, quand j'ai accepté, je ne savais pas c'est quoi. Ah ouais. Ouais. Je savais qu'il y avait de l'archéologie, puis que c'était le fun, il y avait le mot culture, puis bref. Puis c'est la première réponse que j'ai eue au baccalauréat lorsque j'ai été dans mes demandes. Donc, j'ai fait sur un coup de tête, OK. Let's go. L'Université de Montréal, c'est sur le campus principal, ça va être le fun. On embarque là-dedans. Puis au pire, on changera après une année. Là. Mais pas oui, aussi c'est grave ça. que Il n'y a rien qui nous enchaîne à Mais notre... ce qui m'intéressait, c'est le côté humain. Je l'avais appliqué, entre autres, en psychologie et tout. Donc, c'était ça que je voulais faire. Puis là, c'était pouf pile exactement ce que je cherchais, finalement. Et je suis resté. C'est quand même drôle. Moi aussi, c'est comme un peu comme ça que j'ai fait mon choix. Moi, c'était pas tant que c'est la première réponse que j'ai eue que dans mes choix, mettons que j'avais mes 3-4 choix, c'était celui que je connaissais le moins. Ouais, par Fait que curiosité. c'était genre, let's go! Ouais. Tête première. Oui, il y a de quoi d'un peu... Tu sais, il y a de l'énergie. C'est comme, Ouais. OK, j'accepte ça. Ouais. Tout de suite. Ouais. Pas, C'est comme, let's go, puis tu tombes dans le piège. Puis Ouais. les recherches Google, l'IA n'existait pas, là, je ne pouvais pas demander Ouais. non plus, mais même Google, j'aurais Ouais. pu demander, même pas. J'ai été, puis on ouais. s'organisera après. Puis depuis ce temps-là, on ne sait même pas vraiment comment définir l'anthropologie. Non, c'est là. ça. Même Hey, avec moi, le doctorat, j'avais fait là, des recherches vraiment, là, puis j'avais fait un PowerPoint pour expliquer à mes parents pourquoi je voulais aller dans ça, parce que mes deux parents étaient comme « vrai? Oh non, là, qu'est-ce qu'elle va Oh, faire? c'est drôle. Qu'est-ce ça, qu'elle va là. faire? » Fait que j'avais vraiment fait comme mes devoirs, là. J'étais très... Moi, mes parents Voici étaient c'est quoi genre, tu t'en vas dans l'anthropologie. quoi? J'étais genre, je sais pas. Non, c'est ça. Moi, j'étais comme, non, là, je quittais, tu sais, je changeais de ville, je Oh, changeais oui, hein. d'université. Là, mes parents étaient comme, mon Dieu, sur quel dérape elle s'en va? Fait que je les ai rassurés, là, avec un PowerPoint. J'y repense, puis je me trouve tellement drôle. Oui, Fait ben, on nous pose tout le temps la question, on fait quoi avec ça, un diplôme? Ouais. Ça? Puis la réponse, c'est exactement la même chose que toutes les disciplines scientifiques, sciences sociales, sciences naturelles. On fait pas grand-chose avec un bac en anthropologie. Il Non, faut se c'est ça. vendre Oui. ce qu'on a appris. Toutes les sciences, en physique, en chimie. Mhm. En Il n'y a bio, pas peu de importe. job pour un bac dans ces C'est ça. disciplines-là. C'est des disciplines scientifiques. Mhm. Donc, il faut se vendre. Il faut être capable de comprendre les habiletés qu'on a apprises puis les transférer aux emplois qu'on postule après. Si Oui, c'est ça. on quitte le milieu académique, si on reste, c'est beaucoup plus simple. Oui. Compliqué sur d'autres aspects, mais c'est pas ça, besoin de j'allais s'expliquer. dire. C'est ça, parce que on apprend plein de choses au bac, là. Tu sais, c'est pas parce Ouais. qu'on apprend rien, mais tu sais, avec un bac en anthropologie, on peut faire plein de choses, mais il faut être capable de vendre le pourquoi je serais bonne comme agente de francisation dans un OBNL ou pourquoi je serais bonne comme coordonnatrice de projets culturels ou pourquoi je serais bonne dans plein d'affaires. Là. Donc, fait que, ouais. petit shout-out à notre hors-série avec Annie Rémillard qui peut vous donner Oui, beaucoup de c'est pistes ça, mais sur oui. qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac en anthropologie. Mais oui, assurément. Sur ça, je reviens, Michael. Dans ce cas-là, comment toi, tu résumerais l'anthropologie à quelqu'un qui n'est pas vraiment familier avec la discipline? J'essaie d'utiliser des termes simples et aussi une phrase simple. Des fois, c'est compliqué avec l'anthropologie parce que c'est une science holiste, donc qui est complexe en soi. Je préfère dire maintenant, surtout avec l'expérience, que j'étudie des manières d'habiter. J'aime ça. D'habiter notre milieu. Ce qui touche nos façons de s'organiser en tant qu'institution, nos types de réseaux social, émotifs, la famille, etc. Ça touche aussi notre histoire, parce que la manière d'habiter est historique à la base. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment qui est un terme simple, mais qui touche l'ensemble des paramètres, qui va aussi chercher des choses aussi matérielles, parce qu'on habite un monde physique. On a besoin d'eau, on a besoin de se nourrir. Ouais, Il y a une manière de se nourrir. Et tout ça, c'est ça la culture, finalement. C'est nos manières d'habiter notre monde, et qui varient effectivement là, d'un milieu à l'autre, d'une société à l'autre. Hey, j'aime ça. On dirait que j'avais jamais pensé au verbe « habiter » pour décrire l'anthropologie, puis on dirait que ça vient débloquer les choses. Ben c'est ça. Ben, c'est une façon plus, peut-être, compréhensible que la terminologie, genre l'être au monde, là, qui est comme un peu abstrait. Qui est le fun tandis entre que, nous. c'est ça, c'est le fun entre nous. Mais dans le fond, c'est un peu ça. tu sais, c'est exact. la façon dont on occupe puis qu'on habite le monde. Fait que c'est vraiment plus concret comme mot
que Oui, l'intro au monde. Oui, je travaille entre C'est- autres avec mon directeur. Il travaille un grand projet de recherche là, avec des spécialistes d'un peu partout sur le concept d'habitabilité, justement. OK. C'est surtout en contexte de crise climatique. Oui. Et moi-même, je travaille beaucoup avec le concept de milieu. Pour justement un peu éviter l'idée d'une culture. En fait, la culture, je suis pas capable de la définir empiriquement et d'y amener une bonne définition. Milieu, c'est un concept qui a bien été défini dans la francophonie. Un milieu, c'est essentiellement un environnement perçu et vécu. OK. C'est indissociable des êtres. Ça peut être appliqué à d'autres espèces aussi. Hein. Les Allemands, entre autres, utilisent le terme, c'est en allemand, évidemment, mais ça vient de la biologie, avec le concept de Welt, qui est essentiellement similaire à la tradition française en ce sens. Mais c'est pratique, parce que c'est assez clair. C'est quelque chose qui nous habite et c'est dans nos relations au milieu. C'est ça, c'est le relationnel. Exact. Aussi, ouais. C'est un concept qui est fondamentalement relationnel. Il y a un terme là, pour ça, la médiance, que Berck a amené lui-même, parce que le mot n'existait pas en français avant, là, de cette relation. C'est ce qui est un rapport au milieu. Le milieuité, là, il y aurait temporel, temporalité. Là, ça serait un peu le même cheminement mental là, pour ce qui est de la médiance, mais c'est plus beau que milieuité. Donc, il a fait ce choix et j'approuve. Mais c'est un concept japonais à la base. Là. Ça vient de l'étude de Watsuji. Oui, mais là, justement, en parlant, ça fait comme 2 fois là, que tu mentionnes le Japon. Là, j'aimerais ça que tu reviennes sur ta première expérience de terrain qui est quand même particulière. Ça a été à Sapporo en 2018, c'est exact? Oui. Oui, puis toi, tu t'en allais travailler sur un sujet, puis finalement, la réalité a orienté tes recherches vers autre chose tranquillement, pas vite. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Mais les recherches en soi de maîtrise se sont bien passées. C'est beaucoup sur les festivals, c'est sur les pratiques Shinto, qui est la religion indigène du Japon. Et c'était beaucoup la question du séculier ou de la laïcité. Là, c'est pas exactement le même terme, là, mais c'est plus connu ici, puis c'est un débat. C'était avant les grands débats de la laïcité ici, d'ailleurs. Mais c'était sur le rapport de la religion et leur présence dans l'espace public qui m'intéressait. OK. Il y a un peu moins ces débats-là au Japon. Qu'on a ici. C'est très différent. On utilise beaucoup les symboles Shinto. On habite l'espace public dans les grands festivals. Ça m'intéressait. Puis ça ne nécessitait pas une grande connaissance du japonais aussi. Oui, c'est ça. Hein? Donc, il y a une adaptation linguistique, parce que le japonais était assez médiocre. Là, il est rendu bien meilleur. Mais donc, c'est un début. Puis les questions religieuses, surtout le Shinto, c'est la religion indigène. Elle est millénaire. Pour bien commencer à comprendre la société japonaise, je trouvais que c'est un bon angle d'approche. Simple. Réaliste aussi, quand on fait une recherche, il faut être réaliste. Là. On va là 3 mois pour la maîtrise. Oui, c'est ça. Pas trop long. Donc, ça va assez bien. Je prends les notes, c'est bien le fun. Puis à la fin, il y a un tremblement de terre. Quelques jours avant que je parte, juste avant, il y a eu un typhon en plus. Typhon, tremblement de terre, 6,7 ans sur l'échelle du moment. Quand même. Ce qui est assez rare, Sapporo, c'est à Hokkaido, au nord. C'est une zone un peu moins propice au tremblement de terre, mais quand même, ça reste le Japon. Là. Mais quand même, un gros tremblement de terre, il y a une quarantaine de morts, quelques centaines de blessés, les routes et tout, là, une certaine destruction. Et, ça n'a pas été long que c'est reconstruit, tout va bien, les chaînes de réapprovisionnement se refont, la construction se fait, quelques jours, déjà une bonne reconstruction faite. Incroyable, tout le monde reste calme, aucun problème, c'était impressionnant à voir. Puis c'est ce qui m'a amené cette réflexion sur le lien à l'environnement, surtout aux catastrophes. Au Japon, qui ont une expérience. Là, géographiquement, c'est un des pays les moins bien situés d'un point de vue objectif sur le territoire. Typhon, tremblement de terre, beaucoup de volcans, des tsunamis. Et c'est une histoire qui reflète évidemment ça. Il y en a eu plusieurs. Donc, j'avais un intérêt là-dessus. C'était une adaptation tellement bien faite. De ce que je voyais, c'était incroyable. Je voulais en apprendre plus. C'est ce qui a réorienté mes recherches pour le doctorat. Okay, et bon, on ne peut pas arriver... des catastrophes, ça arrive, on ne sait pas quand. On ne peut pas prévoir une catastrophe. Donc, il faut étudier une catastrophe qui est déjà arrivée. On étudie le post-catastrophe, évidemment, en anthropologie. On n'est pas des sciences de catastrophe en soi. Je ne suis pas ingénieur non plus dans la... Bon, on peut faire de la prévention aussi, mais il faut s'intéresser à la catastrophe. Donc, on s'intéresse aux post-catastrophes particulièrement. Et Fukushima est arrivé il y a quelques années. Donc, c'est là-dessus que je me suis réorienté, surtout plusieurs années après. 2011, un grand tremblement de terre, 9,1
celui-ci, Ouais. qui est inimaginable. Là. La puissance de ce tremblement de terre qui a généré un tsunami excessivement puissant qui allait... Les points les plus élevés, là, c'est 30-40 mètres au-dessus du niveau de la mer pour la vague. Aïe, aïe. Ça détruit tout sur son passage, y compris des endroits qui étaient sûrs, là, des lieux où on va s'il y a un tsunami, ils ont été détruits. Puis on est au Japon, là, donc ce sont des bonnes infrastructures, somme toute. C'est ça, parce qu'à quelque part, entre guillemets, sont habitués à avoir ce type Exact, de c'est prévu. Il y a un certain fatalisme au Japon. C'est ça. Évidemment, il va en avoir un autre. C'est ça. On le sait. C'est ça. C'est juste quand, la question. On ne sait pas quand, mais il va en avoir. C'est ça. Le problème, c'est la catastrophe nucléaire. Bon, le Japon a une historique particulière avec le nucléaire, mais c'est pas le type de catastrophe qu'ils sont habitués. L'arme atomique utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, à la toute fin, c'est un autre type de dégâts complètement. C'est un autre contexte complètement. Une centrale nucléaire, ça explose au sol. Ça laisse beaucoup plus de contamination à long terme, comme Tchernobyl, qui est le seul autre cas. Mais Tchernobyl, c'est la guerre froide, c'est les Soviétiques. On n'a pas vraiment de données sur ce qui s'est passé. Non, Donc, Fukushima était le centre d'intérêt de tous les chercheurs. Hein. Beaucoup se sont réorientés. Beaucoup de gens y ont été, ont étudié, puis ils sont repartis. Et les populations sont là. Et ils ont accueilli beaucoup de chercheurs, mais peu d'entre eux se sont vraiment intéressés à eux. Beaucoup d'anthropologues et tout, mais somme toute, à long terme. Ces gens-là ont eu, quand on replace avec le milieu, c'est une expérience. Une catastrophe, c'est juste un événement dans la vie. C'est ça. C'est pas ton identité. Je suis pas une victime de catastrophe. C'est vrai en victimologie, là, on retrouve ça aussi ailleurs, pas juste les catastrophes naturelles. C'est un événement. Et effectivement, ça marque. Il y a des troubles post-traumatiques, il y a des dépressions. Tout ça a été évidemment documenté par les psychologues. Et tout le monde y est passé, hein, de la science... de la physique nucléaire jusqu'aux anthropologues à l'étude des mythes. Là. Tout le monde y est passé. Donc, on a quand même un bon portrait. Donc, moi, je m'intéressais beaucoup à replacer cet événement-là, mais dans l'expérience plus générale, plus quotidienne. Et j'avais cette idée en y allant de faire une ethnographie. Évidemment, on prend en considération la catastrophe, mais un peu comme s'il n'y avait pas eu de catastrophe. Un peu comme si c'était un élément parmi tant d'autres. Puis on va étudier le rapport au milieu. Point. Okay. Effectivement, la catastrophe est revenue. C'est indéniable. Mais j'arrivais pas avec juste des questions là-dessus. C'était pas ça mon but, c'était aussi de vivre avec eux. Ouais. Mais c'est parce que j'imagine, puis là, je sais pas, là, c'est tellement pas un sujet dans lequel j'ai baigné dans mes études, mais comme il y a tout le temps la possibilité que ça réarrive, en fait, puis qu'ils sont déjà prêts à ça, mais ça doit tout influencer leur rapport aux infrastructures qui sont, dans une certaine mesure, sont là aujourd'hui, mais ils seront peut-être pas demain, puis il va peut-être falloir reconstruire ou non. Là. Ça doit avoir sans nécessairement parler de traumatisme ou de whatever, c'est sûr que ça doit influencer le rapport qu'ils ont au milieu, justement. Là. Je pense que pour beaucoup, ça l'a quand même renforcé. Hein. C'est un des choix de revenir, parce que beaucoup de gens sont quittés. Il y a eu une évacuation, là, le tsunami a détruit, radiation. Donc, il y a eu un choix de revenir. Pour beaucoup, surtout les personnes âgées, c'est le lien au milieu qui les a fait revenir. C'est là que je suis né, c'est là que je vais mourir. C'était beaucoup un des sentiments qui est documenté, là, pas juste par moi, là, mais par plusieurs. Et dans d'autres cas, il y a des changements démographiques là, pour certaines catégories de personnes où le choix est plus difficile. Particulièrement les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants là, avec les radiations. C'est plus plus touché. Il y a des familles qui ont été un peu séparées de ça. L'homme revenait pour le travail, parce qu'il faut quand même gagner la vie. La femme reste dans une autre préfecture et on vit là quelque temps. Puis après, peut-être que quand ça se calme, là, on revient. Mais on voit chez les plus jeunes couples ce choix un peu plus difficile. Chez les plus âgés, bon, la peur du cancer n'est pas là. Ils vont mourir avant. C'est souvent quelque chose qu'on entend. J'ai 70 ans, 80. C'est pas un problème pour moi. C'est ça. Donc, je vais revenir. C'est pas un problème. Moi, c'est ici que j'ai vécu. C'est là que je veux mourir. Ce qui est dur, évidemment, ça dépend où est-ce qu'on est sur le territoire. Moi, j'ai été dans la ville de Minamisoma, qui est vraiment connue plusieurs temporalités. Au nord, aucune contamination, ou presque. Il y a eu le tsunami, c'est une ville côtière quand même. Mais au sud, 5 ans d'évacuation forcée, là, impossibilité de revenir. Et des contaminations plus intenses. Là. On décontamine, c'est assez simple. Là. On enlève 5 cm de terre, on en remet de la neuve, puis c'est des déchets nucléaires qu'on entrepose. Puis pour ce qui est des maisons, des routes, on balaye là, avec de l'eau pressurisée pour enlever la radiation.
le béton, entre autres, là, est très résistant aux radiations. Là, c'est un bon matériel. Donc, on lave finalement les maisons et les habitations. Donc, ça, c'est pour la partie urbaine. La partie plus agricole, on enlève tout. On remet. Ça coûte très cher. C'est ça, hein? Évidemment. Mais c'est le choix qui avait été privilégié. On a beaucoup moins de connaissances aussi sur la décontamination à l'époque. Maintenant, après les années, beaucoup de gens localement ont testé des méthodes de contamination. On a une meilleure connaissance maintenant. Ça reste au gouvernement de prendre la décision, mais il y aurait plus de choix, plus d'outils aujourd'hui si partout dans le monde, si une telle catastrophe devait arriver. C'est grâce à ces gens-là qui créent de la connaissance aussi. Entre autres, Maxime, là, qui, ici à Laval, étudie la science citoyenne là, à Fukushima. C'est aussi très intéressant, ces recherches là-dessus. Moi, c'est un peu plus... moi, j'étais avec des prêtres Shinto. Je suis resté dans ce giron-là que j'avais appris à la maîtrise. OK, même au doc. Je suis resté là parce que le lien au milieu, ça reste large. Ouais. Et donc, je me suis penché sur l'institution japonaise qui s'occupe de créer des liens avec l'environnement, avec la nature et entre communautés. Et ça reste le Shinto, qui est une religion animiste qui s'occupe justement de s'arranger les bons liens avec les esprits, qui sont des esprits dans cette religion, de la nature. Donc, on entretient ces liens ici et on fait des événements communautaires. Et on fait des festivals, entre autres, beaucoup de festivals au Japon. Il y en a énormément. Beaucoup ont des origines Shinto, beaucoup sont encore Shinto. Certains sont civils. Un terme assez général, le terme festival, là, qui est Matsuri en japonais, qui est un peu employé à toutes les sauces. Il y a des très petits Matsuri qui sont très communautaires d'un quartier. Là, une fois par année, on se réunit, on fait un petit rituel Shinto. C'est 30 minutes. Le Shinto, c'est assez simple. C'est pas une religion de grand déploiement moral. C'est une religion rituelle qui entretient des bons liens avec la nature. Okay. C'est ça, le Shinto. Dans la forme, c'est assez simple, c'est très malléable comme rituel. Ce qu'on dit aux kami, ce qu'on leur demande, on l'adapte à chaque année. Et c'est tout. C'est assez simple. Tous les prêtres m'ont dit, c'est très simple. Ce qu'on fait, là, c'est simple. Si on va chez le bouddhisme, parce que le bouddhisme aussi est très important. C'est ça, c'est les deux beaucoup plus complexe. religions comme dominantes au Japon. Oui. Puis les Japonais sont généralement les deux, et bouddhistes et Shinto. Ah oui, OK. Il n'y a pas de religion unique au Japon. Non, ça, ils ça. détestent Okay. ça, en fait. Okay. Tout ce qui est secte, c'est mal vu. Surtout, dans les années 90, il y a eu un attentat d'une secte. Là. Ça a aussi amené un très mauvais regard sur les sectes un peu plus fermées. Et ils ont aussi une crainte là, sur tout ce qui est religion monothéiste, dû à cette vision un peu fermée. Si tu es ça, tu peux pas être ça. Eux, ils prennent tout. Hein. Ils font beaucoup de mariages chrétiens. Ils sont pas chrétiens, mais ils voient les belles robes. Ils trouvent ça, c'est ça. C'est cool, on le prend. On n'est pas très dogmatique à ce niveau-ci. La morale est confucienne, c'est même pas une religion. Ouais. Mais le Shinto, pas de dogme, pas d'idole. Il y a des mythes, mais c'est pas mal tout. Okay. Sinon, on n'enseigne rien avec le Shinto. Là, tu nous parles de ça, mais dans le fond, comment, justement, concrètement, sur le terrain, là, je comprends que tu es allé auprès de, mettons, prêtre Shinto, mais comment tu étudiais cette relation-là au milieu, puis tout ça, sur le terrain? Comment... bon, tu as eu des discussions avec ces prêtres-là, j'imagine. Tu parlais de la réalité d'une personne, par exemple, de 70 ans versus un jeune couple. Tu as fait des entretiens, j'imagine. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. En fait, j'étais là j'ai été là environ une année au Japon pour la recherche, mais avec je suis revenu, on sortait de la pandémie, le Japon c'est beaucoup plus strict, là, donc les problèmes de visa et tout, mais ça a été bien à chaque fois. Et dès le début, j'ai été en contact avec des prêtres, ils m'ont trouvé un endroit où loger chez une famille d'accueil qui offre sa maison des fois pour du tourisme plus local. Elle m'a accueilli pour un été de temps. Qui était proche d'ailleurs d'un des sanctuaires, d'un des prêtres les plus importants là, dans ma recherche. Puis tout de suite, il y a eu un réseau de prêtres là, qui ont accepté de participer à ma recherche. Dès le début, il y a eu un party de bienvenue pour moi. Plusieurs prêtres sont venus avec leurs conjointes. Un professeur aussi que j'étais affilié à Sendai qui est venu aussi. Donc, le réseau s'est mis dès le début. Et ce que j'ai fait, le restant, c'est que je les ai suivis. J'ai suivi leur travail. Préparation, je les ai aidés. Des fois, c'est préparer des amulettes. Des fois, c'est nettoyer un sanctuaire. Je les ai suivis.
Quand il y avait des rites, j'arrivais, je me mettais dans le coin, je prenais des notes. Là. Évidemment, après 2 ou 3, on voit le pattern là, des rituels. C'est pas mal tout le temps la même chose, mais on regarde les petites différences. Sur un rituel-là, c'est pourquoi, etc. Puis il y en avait plusieurs, puis effectivement, je faisais des entretiens. Les entretiens au Japon, des fois, c'est assez particulier. Oui, j'ai eu des entretiens avec des prêtres semi-dirigés, mais je posais une question, le prêtre partait 30 minutes à parler, puis des fois, ça durait une journée complète. Hein? On était assis, j'enregistrais, puis on échangeait, tout simplement. C'est des intellectuels, souvent, les prêtres Shinto. Ça prend un diplôme universitaire pour être prêtre Shinto. OK. C'est assez formel. Puis ce sont des gens qui ont de l'expérience dans d'autres disciplines. J'ai été chanceux, les premiers que j'ai rencontrés, le prêtre en chef était archéologue de formation. Et sa conjointe a fait un bac en ethnologie. En anthropologie, donc elle a fait de la recherche en Afrique aussi. Donc, il savait exactement pourquoi j'étais là, qui j'étais. Il n'y a pas eu besoin d'expliquer plus que ça. Ils étaient contents et eux-mêmes ont expliqué évidemment à leurs collègues ce que je faisais ici. Donc, ça a été, je veux dire, tout s'est bien enligné là. Puis, je les suivais, je les aidais. Ils m'invitaient, des fois, ils participaient à des activités culturelles autres. Des activités, par exemple, de géologie locale, où il y a des géologues qui arrivaient, qui montraient aux enfants les types de fossiles qu'il y a dans la région, en relation au milieu. Ici, plus anciens, il y a des sites archéologiques aussi, très anciens, là, de la période vraiment plus préhistorique japonais. J'entre pas dans les termes historiques japonais, mais il y a de l'habitation humaine sur ce territoire depuis très longtemps. Donc, c'est intéressant de voir les anciennes aussi habitations de ce territoire. Entre autres, il y a un site archéologique assez important dans la région où on les voit proches de la mer, mais quand même à une assez bonne distance, sur une colline. C'est évidemment, on se pose la question, est-ce qu'ils se sont mis là parce qu'ils savaient qu'il y avait des tsunamis? Ils se sont mis là, oui, sur une colline, il y a une question de défense, il y a une question de projeter avec la mer. Et peut-être qu'ils ont une bonne connaissance, ils ne sont pas si anciens, là, c'est quand même 2000, 3000, 4000 ans, là. Mais une bonne connaissance du territoire déjà, une bonne protection face aux catastrophes. Le tsunami est d'ailleurs arrêté au pied de cette colline. Ah ouais. Donc, c'était des petites hypothèses comme ça de cette histoire et plein d'autres traces finalement de cette histoire, de cette relation au milieu historique, entre autres à travers le Shinto. Chaque sanctuaire a des kami un peu différents. Puis les kami sont historiques dans le sens qu'ils sont affiliés à des éléments du milieu dans le temps où est-ce qu'on les vénère, évidemment. Par exemple, il y en avait un proche de la grotte. Malheureusement, le sanctuaire a été détruit, là. Quand j'étais là, il était juste partiellement reconstruit. Mais c'est un kami de sable ferreux. Fait, c'est quoi un kami? C'est un esprit divin. Ah, OK, c'est bon. Essentiellement. Donc, on les vénère. Ça peut être l'esprit de la rivière. Okay. Ça peut être un arbre. Ça peut être une forêt. Ça peut être l'océan. Il y a les grands kamis de la mythologie, là, déesse du soleil, etc. Mais on est plus ici souvent dans des aspects très locaux. Okay. Donc, ici, celui que je parlais, c'est un kami de sable ferreux. Mais aujourd'hui, tu regardes, c'est proche de la mer. Il n'y a pas de sable ferreux, là. C'est en lien avec une ancienne industrie militaire de l'époque narale, d'environ l'année 700-800, qu'il y avait cette industrie. Le kami est resté, le sanctuaire est resté, et c'est un marqueur temporel, finalement, qui nous renseigne, et avec des données historiques, avec l'histoire locale, on peut complémentariser ces informations-là et arriver avec une histoire plus précise. Il y a un autre festival que j'ai étudié, je vais en parler du plus grand un peu après, un autre qui est assez important, le Hibuse Matsuri. C'est prévention des feux, hein, en lien avec les catastrophes. C'est aussi en lien avec cette industrie. Il y avait des bandits qui avaient mis en feu le sanctuaire. Et bon, le prêtre s'est mis à prier. Il y a des serfs qui sont arrivés pour aider. Ils ont éteint le feu. Donc, c'est pour ça que c'est prévention. Mais c'est en lien avec cette industrie militaire. Les bandits, ils voulaient le contrôle. Donc, on peut, même avec les éléments shinto, relier avec d'autres éléments historiques qui sont souvent manquants. Hein. On n'a pas de texte écrit de ces époques-là nécessairement. C'est très local. Ça a été détruit ou quoi que ce soit. Donc, on peut réapprendre un peu en étudiant le Shinto, aussi sur l'histoire, et complémentariser avec les données archéologiques, les données historiques, d'autres types, puis retracer cette histoire locale avec les catastrophes qui ne datent pas de 2011. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, et donc on peut contextualiser historiquement, finalement, l'ensemble des catastrophes, ou du moins certains qui ont été marqués par les institutions Shinto, dans le cas que j'ai étudié. Davantage. Et donc, recadrer un peu la dernière catastrophe et mettre dans une perspective plus globale et que finalement,
Ce sont des communautés qui ont expérimenté plein de choses. Il y a des Camille en lien avec des épidémies qu'il y a eu aussi. On peut donc tracer l'histoire et tout. Donc, c'est intéressant de retracer ces liens avec le milieu, car ça préserve des connaissances. Que le milieu change. Hein? On apprend à travers les différentes histoires, les différentes institutions, certains pans, et on peut retracer ces relations au milieu qui sont historiques et amener à aujourd'hui. Et recadrer aussi la manière qu'ils ont agi après et avant cette catastrophe en 2011, comment ils le réhabitent, qui peut nous apprendre plus globalement aussi dans les connaissances, là, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment bien réhabiter un territoire après une catastrophe. Ces gens-là, du moins où est-ce que j'étais, je m'attendais à quelque chose d'assez intense. Hein? On s'en va sur un territoire post-catastrophe. Ce sont des gens excessivement joyeux, qui étaient excessivement contents de me recevoir. C'était très jovial comme recherche. Oui, il y a des moments plus intenses où on partage des connaissances plus tristes, mort de proches, etc., évidemment. Entre autres, à un moment donné, je me prenais avec un prêtre dans des territoires qui ne sont pas encore habités. C'est réouvert parce que la contamination est assez basse, mais tout est encore détruit. C'est vraiment comme c'était après le tremblement de terre. On voit tout est détruit. Puis on se repasse, puis là, il m'explique ça, c'est mon école secondaire, ça. Bâtisse abandonnée depuis 10 ans. Tu sens que c'est douloureux. Il ne peut pas rentrer. C'est dangereux s'il rentre. C'est encore contaminé à l'intérieur, peut-être. Donc, il y a tous ces sentiments qui sont encore là, mais ils ne veulent pas juste être ça. Il y a une force assez intéressante. Puis, je pense que les questions culturelles aident beaucoup. L'un des festivals, le premier qui m'a accroché, c'est le Soma no Mori. C'est un grand festival, un des plus grands festivals de la région du nord-est du Japon, qui met en scène des samouraïs et des compétitions de samouraïs à cheval qui ont refait de manière très réduite la même année. OK. Et en 2012, c'est aussi de plus en plus grand. Donc, on a mis du temps, de l'énergie, de l'argent, on a décontaminé du terrain rapidement pour un tel festival. C'était intéressant. Là. Moi, c'est ça qui m'avait accroché. Je suis comme, il faut que j'aille voir ça. C'est clair, hein? Si, avec tous les problèmes qu'il y a, on investit des ressources, du temps qu'on pourrait mettre ailleurs sur cet événement-ci, ça veut dire que c'est significatif. c'est qu'il y a de quoi. Et effectivement, oui, il y a une question de service, hein, évidemment. Les écoles, les hôpitaux sont importants pour ramener les populations. Mais le sentiment de communauté, particulièrement au Japon, est un marqueur. Et on le voit aussi dans les endroits où que ce sentiment n'a pas été reconstruit. Les gens ne reviennent pas. C'est ça. Il y a plein de raisons, évidemment, qui peuvent faire, qui sont plus personnelles, là, qui peuvent faire qu'on revient ou on ne revient pas. Mais il y a quand même de quoi de général qui peut attirer. Et la communauté, le fait d'être en communauté, c'était quelque chose d'important. Et ces événements-ci, d'autres événements aussi, les prêtres m'ont dit, je ne savais pas si je devais le refaire. Et c'est la communauté qui est venue les voir et dire non, il faut refaire ça. Il faut repartir tel. Évidemment, on part le gros en premier, tranquillement. Après, les plus petits, au fil des ans, s'ajoutent. Une question, évidemment, de ressources, de population qui est nécessaire là, pour que ce soit possible. Entre autres, le Soma no Mori, c'est tellement grand, ça prend beaucoup de bénévoles et tout, ça prend de l'argent. Mais c'est bon pour la communauté, ça retisse les liens. C'est bon pour les symboles, ça refait sens. Oui, c'est ça crée du sens. Ça ajoute surtout un grand festival qui gère un peu l'année. Le calendrier est un peu orienté pour ça, là, dans la ville. C'est tellement gros que ça donne un objectif. Oui, puis j'ai comme tendance à dire qu'après une catastrophe, des fois, ça fait comme du bien, en fait. Oui, une normalité. Oui, c'est ça, de retrouver une certaine normalité, puis une certaine festivité, d'avoir comme du fun aussi. Oui, là, on voit souvent ça dans les deuils. Hein? Oui, on voit au funéraire, OK, oui, il y a un moment triste, mais souvent, on dit, il aurait voulu qu'on s'amuse. Puis il faut respecter ça. C'est ça, exact. C'est un peu, c'est un peu de quoi de similaire. Puis il y a aussi, je pense, le symbole du samouraï, la force qui a été mobilisée beaucoup. De cet héritage qui est ancestral, là, les participants sont pas nécessairement, c'est pas obligatoire des anciens samouraïs. Les samouraïs, évidemment, il n'y en a plus. Là, légalement, ce n'est plus un titre en soi. Donc, ce sont des gens qui refont l'acte d'être samouraï. Pas juste l'armure et tout,
C'est l'armure qui décide, là, qui participe. En fait, il faut que tu aies une armure dans ta famille et que tu puisses la mettre. C'est les vraies armures de l'époque là, qui sont préservées, qui sont réutilisées année après année. Souvent, les familles ont plus qu'une armure. Là. Ouais. Donc, on garde ces armures, on transmet de génération en génération. Beaucoup de ces familles sont un peu des élites locales, là, parce qu'il faut quand même mettre beaucoup de temps et d'énergie. Il faut aussi avoir des cours pour apprendre à faire du cheval. On sait c'est quoi. Là. Le Japon, c'est la même réalité qu'ici. C'est quoi de l'argent? Donc, c'est pas tout le monde en soi qui peut participer, mais c'est quand même plus ouvert. C'est pas héréditaire comme ça l'était à l'époque. À l'époque Edo, dans la période féodale, c'était héréditaire. Ça, c'est parti. Sauf le chef. Le chef, c'est le descendant direct du seigneur de l'époque. Donc, il porte encore le même nom, Soma. Et c'est toujours lui. Il avait 15 ans quand j'étais là. Donc, c'est important, on garde ici la lignée. Lui, il reste la lignée. Le reste, c'est les armures. Donc, il y a ce rapport au passé, qu'on remobilise l'énergie des samouraïs pour faire compétition. C'est des compétitions à cheval. C'est très difficile. C'était en juillet. La date a changé, mais c'est très, très difficile comme festival à participer. Ouais. Là, je pense que t'as côtoyé un petit peu des samouraïs. Oui, porter l'armure, j'ai tout fait. Ah oui? Oui, c'est Parle-nous-en, parle-nous-en. Oui. J'ai côtoyé par la bande. Je suivais les prêtres un peu plus principalement. J'ai fait des entrevues avec certains participants, entre autres, évidemment. Ça reste un événement important. Mais j'étais chez un des samouraïs. Il m'avait fait porter, il y avait plusieurs armures, là, donc il m'avait fait porter. Je l'avais porté en mars. Je pense en 2 minutes, je suais ma vie. Tellement c'est lourd et épais. En juillet, ça doit pas être plaisant. Puis le Japon, c'est plus chaud que le Canada. Oui. C'était 35-36 degrés avec un taux d'humidité beaucoup plus élevé qu'ici. À 8 heures le matin, tout le monde était en sueur, les samouraïs. Là. Donc moi, en mars, puis c'est surtout le casque là, qui est le plus lourd. C'est infernalement lourd, cette chose-ci. Il y a eu beaucoup plus de décoration aussi. La période Edo est une période de paix. Fait que les armures sont bien décorées. On ne faisait plus la guerre. Donc, ça s'est alourdi un peu. Il y a moins d'efficacité, mais plus beau. Donc, les gros beaux casques, là, mais c'est pas du tout pratique. Là. Non, ça. Mais c'est impressionnant. C'est clair. Tout à fait. Leur entraînement, là, il y en a certains, là, c'est à tous les jours, ils vont faire du cheval. Ils s'entraînent. Surtout les plus haut gradés, là, de que j'ai parlé. Puis oui, j'ai participé, entre autres, avec des festivals Shinto de protection. On se réunit avec les samouraïs, le prêtre, et on fait un festival. On fait un petit rite pour appeler les kami, à protéger les samouraïs. Et comme c'est souvent le cas, on partage un festin après avec les participants. Et là, c'était un festin avec des samouraïs. C'était assez impressionnant parce que même la nourriture est un peu plus historique, donc on essaie de manger ce que les samouraïs mangeaient avant la guerre. Essentiellement bien manger, mais pas lourd. Sashimi, là, du poisson cru et des choses. Donc on mange très bien et on boit beaucoup. Mais boire, en fait, c'est pas juste les samouraïs. C'est la société japonaise. C'est assez important de boire. Et c'est pour ça que je vous partage un petit peu cette culture. Il y a un terme en japonais pour ça, la nominication, qui vient d'un mix du verbe nomu en japonais qui veut dire boire et communication en anglais qui veut dire communiquer. Donc, la communication par la consommation, et c'est implicite, là, c'est de l'alcool. Et tout le monde me partageait cet élément culturel. Et les samouraïs ont beaucoup voulu partager ça. Ils étaient très, très communicants. Oui, puis ça boit beaucoup. Donc, on me sert un verre de bière, un verre de saké. Plus tard, se joint un cocktail. Donc, j'avais 3 verres. Et on ne remplit jamais son verre au Japon. On te le remplit. Donc, pas moyen, évidemment, de prendre... J'ai entendu dire que c'est assez fréquent, en fait, d'avoir une bière et du saké. Là, tu sais, que souvent, c'est pas juste dans mon cas, ou juste la bière. Là, mais toi, tu avais un verre de plus. Oui. Ben, ça, c'est un peu plus tard. Mais en plus, c'était les commandants qui arrivaient, qui me servaient. Grand honneur, d'être servi par des plus hauts gradés. C'est clair. Tu bois, évidemment, là, on te fait boire. Mais c'est l'ambiance qui est... Avec les samouraïs, c'est assez particulier parce qu'on se retrouve... Tout le monde est en kimono de l'époque, là. Donc, kimono de samouraï. Fait que c'est pas en armure, là. Non, l'armure, c'est pour l'événement parce que c'est pas très commode. Mais le kimono complet, là, le bel habit... puis on fait des reenactments, j'ai perdu le terme français, là. On refait aussi des chansons d'époque traditionnelles de samouraï. Donc, c'est beaucoup des hommes. Donc, tous des hommes qui se mettent ensemble et qui chantent
Ah ouais. Donc, un qui lead, puis les autres qui supportent avec des vocales, des back vocals, puis en tapant des mains, des sons traditionnels japonais là, de la période Edo. C'est assez impressionnant. Et tout ça en buvant, en ayant Là, du on parle plaisir. de combien? De genre 4-5 ou genre 40 personnes, tu sais, dans ces... Dans celui-ci, on devait peut-être en avoir 15-20. OK. On était à Quand l'intérieur. même, mais Il y a ouais. plusieurs groupes dans la région. Donc, chaque petit groupe fait des rituels avec les prêtres qui leur sont de leur propre petite communauté. Donc, c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette culture de la communication par la boisson mais... en amenant un petit whisky. Oui, c'est ça. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, on peut C'est quoi partager qu'il un faut petit dire, peu. gang? Je sais pas, moi. Ou Kampai. Kanpai. Merci. Kampai. Et voilà. Ça te fait du bien à mon mal de gorge. Ah, c'est clair, hein? Bon, tu sais, c'est Mais là, Michael, ça veut dire que toi, genre, brosser avec des samouraïs, c'est coché sur ta bucket list. Oui. Là. C'est chose que peu de gens ont fait dans leur vie. Donc, c'est quand même bien. Ça commence très bien une discussion. Hein? Oui. T'as fait quoi au Japon? J'ai brossé. J'ai brossé avec des samouraïs. Je l'ai déjà fait, là. Ça fait genre... Quoi? Oui. Un petit, genre... c'est ce qu'on attends, appelle mise à jour du l'observation logiciel. participante. Oui, c'est important de participer. En fait, ils sont très respectueux. Hein. Il y en a qui ne boivent pas, là, ils vont respecter. Où est-ce que j'ai été en plus? C'est pas partout. La loi n'est pas partout similaire au Japon, mais interdiction de boire et de conduire au Japon, dans la région que j'étais. Donc, il y a ce respect total. Si on dit non, même si tu ne veux pas boire, respect. Il n'y a pas de pression à boire. Mais si tu bois, là, on va te pousser, par exemple. Surtout si tu es un petit blanc qui arrive, là, qui a de l'air bien fort. Là. Ah ouais, on va te pousser ça. Là, bois de la bière, bois du saké. Ouais. Oui, puis il y a tout le temps un peu, tu sais, dans les terrains de façon générale, je pense que les gens sont tout le temps contents quand on participe. Puis des fois, en tout cas, moi, pendant mon terrain en Irlande du Nord, il y a beaucoup de choses qui passaient un peu par l'humour, tu sais, genre on me demandait, mettons, de lire du gaélique irlandais, puis là, quand je me trompais, tu sais, mais, tu sais, tout le temps bienveillant, mais juste comme, hey, t'as essayé, t'as dit de quoi d'un peu funky, on va te corriger, mais tu sais, il y a comme de quoi de la camaraderie qui se crée, là. Au Pays Basque, du côté espagnol, la petite cagnette fin de journée, c'était propice à la recherche. C'était propice à la recherche et à la collaboration. Ça aide beaucoup. Même les gens, ils deviennent, surtout les Japonais, un peu gênés. Ils se mettent à boire. Là, ça pose toutes les... C'est très curieux, évidemment, du Canada, dans mon cas. Là. C'est pas les États-Unis, ils connaissent moins. Donc, ils veulent beaucoup apprendre. Cet échange se fait beaucoup dans ces moments-là. On apprend, on fait des contacts, là, on boit pendant 1 heure ensemble. Ben oui. Sans nécessairement prendre... Pas très poli là, dans ces moments-là de prendre des notes. Non, c'est ça. Non, habituellement, tu ne sors pas ton carnet de notes là. Mais on apprend quand même beaucoup. C'est informel, mais... oui, c'est fou comment ces moments-là, moi aussi, sur mon terrain, là, ça avait été des moments super instructifs que, bon, c'était le lendemain matin que des fois, j'essayais de prendre des notes, puis il y avait des choses qui étaient un petit peu moins... C'est ça, c'était plus tough. Mais je pense que juste l'idée de partage, ça facilite beaucoup de choses. Peu importe c'est quoi, que ce soit... C'est pour ça que l'observation participante, c'est autant central, je pense. Parce que quand tu te donnes la peine de, OK, je sais pas, là, mettons, de participer à la préparation d'un repas ou de participer à un cours en t'essayant toi aussi, même si clairement t'es pas dans le bon niveau, ben je pense que ça ajoute une espèce de camaraderie puis de confiance, de comme, OK, pas juste là pour... C'est ça. Il y a comme un échange qui se crée, là. Oui, puis un réel apprentissage. Oui, ils veulent que tu apprennes de quoi. Ben oui, ils t'acceptent et tout. Puis moi, au Japon, on m'avait d'ailleurs donné ce conseil-là, c'est plus spécifique au Japon, c'est d'être un anthropologue. Ils s'attendent à ce que tu prennes des notes. C'est pas une affaire de faut que tu te caches. Non, non, non. Si tu le fais pas, ils vont trouver ça bizarre. Parce que ton titre, c'est anthropologue. Ouais. Et il faut être ce qu'on est au Japon. Il faut être notre profession. Ouais. On s'identifie beaucoup avec le travail au Japon, particulièrement les entreprises, dans ce cas-ci les universités. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une affiliation locale parce que l'Université d'Ottawa, ils ne savent pas du tout ça fait quoi dans la vie. Là. Si j'avais dit Harvard ou Oxford, là c'est autre chose. Là, ça aurait été correct. Mais dans une université moins connue, c'était un peu particulier. Mais d'un coup, que j'ai dit, j'ai une affiliation avec l'Université du Tohoku. J'ai aussi un collègue qui est venu avec moi.
ça a tellement tout amélioré. Ça sûr, rassure. Pour la question éthique aussi, c'est mieux parce que ils ne peuvent pas contacter l'Université d'Ottawa en japonais et se plaindre. Mais ils peuvent contacter une université japonaise et dire « Hey, vous avez un chercheur qui est affilié à vous, il y a un problème. » Ça rassure aussi à ce niveau aussi. Puis ça me rassure aussi dans le sens que s'il y a un problème, quelqu'un va le savoir. Ouais, c'est ça. Ça ne passera pas par moi, mais ça a beaucoup facilité. Puis cette identification à une institution japonaise. Puis là, après, il faut agir selon qui on est. Je suis un chercheur affilié à telle université. C'est intéressant, ça. Puis il ne faut pas passer par un secret. Il ne faut pas essayer d'être discret. Dans ce contexte. Dans d'autres contextes, j'ai des collègues, là, évidemment, qui travaillent dans d'autres contextes. Vous en avez reçu. C'est très différent, la prise de notes et tout. Mais le fait qu'ils voient, il faut prendre des photos, prendre des vidéos, il faut le montrer qu'on le fait. Il faut montrer qu'on est anthropologue. Il y a comme une espèce de performance. Exact. Ils s'attendent à ça. Puis si on le fait pas, ils vont dire c'est pas un bon anthropologue. Il prend pas de notes. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que si on repense à l'épisode avec Servan Roupnel qui a travaillé sur les syndromes post-traumatiques, c'était l'inverse. Quand elle prenait des notes, elle sentait qu'il y avait une fermeture au niveau de son interlocuteur. C'est full intéressant. Puis en parlant d'interlocuteur, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton balado, la science des sciences. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à créer ce balado-là? Puis pourquoi un balado spécifiquement plutôt que d'autres types de médiums qui sont généralement choisis dans le milieu académique, disons? Oui, j'étais au Japon, que j'ai pensé à ça, et j'ai réfléchi à la problématique du manque de communication des sciences envers la communauté, avec la société. On le voit à Fukushima, ça s'est rebâti, mais toute la recherche, je ne la voyais pas. Tout le bienfait que la recherche pouvait amener sur ces populations, sur ce milieu, je ne la voyais pas. Et de ce problème, j'ai dit, je ne peux pas faire grand-chose au Japon. J'habite pas là. Puis on ne me demande pas non plus de faire ça. J'ai demandé s'il y a des manières d'aider, écrire dans un journal. On m'a tout le temps dit très poliment, parce que les Japonais, non, essentiellement. Et non, mais je me suis dit, c'est quand même généralisé, ce problème-là. C'est pas juste le Japon. Et si je me pratique ici, si je trouve un format qui peut aider à ça ici, je pourrais peut-être après, au Japon, trouver un autre format plus propice, là, évidemment, adapté. Puis là, après, j'ai pensé au format parce que c'est bien beau avoir une idée, par vouloir communiquer la science. Il y a plusieurs objectifs qui réunissaient à ce projet. Mais là, il faut trouver le bon format dans les limites des compétences et du matériel. Et j'ai un ami qui est technicien de son, qui avait la machine de son, évidemment, tout l'équipement. Donc, j'ai pensé à ça. Je suis comme, puis c'est un bon ami. Donc, j'en ai parlé. Puis c'est comme ça que c'est né. C'est question de capacité matérielle et aussi intellectuelle, capacité de créer les réseaux à l'université. Vu que je suis encore universitaire, j'espère le rester, mais les affiliations permettent aussi ça. On sait jamais. Non, on sait jamais. Puis les histoires de vie, ça prendra le chemin que ça va prendre. Là. Je suis en anthropologie, je pensais pas faire ça quand j'étais jeune. C'est ça. Mais bref, il y avait une capacité de le faire. Puis après, fil en aiguille, c'est le format qui a été choisi. Puis après, évidemment, les épisodes, on fait comment et tout. Ça a été toute la logistique à développer. Et changer. Là, avec vous, il y a peut-être aussi la logistique qui a changé, certains segments qui ont changé, comment on organise un épisode, le montage et tout, l'aspect technique. Et je voulais apprendre ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 2, 3, 4 saisons. C'est du contenu. On apprend une question technique derrière qui est pertinente, peu importe ce qu'on fait après, je pense. De nos jours, le multimédia change nos façons d'habiter. Quand on parlait d'habiter, ça a changé radicalement notre façon de vivre notre milieu. Ça fait partie maintenant du quotidien, surtout des plus jeunes. Et avec j'ai déjà scrollé sur TikTok. J'ai vu la merde qu'il y a là-dessus. Et je ne peux pas régler à moi seul, mais si on met un peu de contenu, si on fait des épisodes ici et là, on met un peu de contenu et qu'un peu tout le monde fait ça dans le milieu académique, on peut au moins contribuer à amener une vague de meilleur contenu qui est vérifié, qui est fait par des experts. C'est pour ça que je fais tout le temps les clips que je fais. C'est tout le temps des 1 minute à 2 minutes. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les écoutent au complet, mais je ne veux pas mettre des 5 secondes. On le sait, il y a de la recherche qui montre que c'est pas bon pour le cerveau. C'est pas intéressant. Je veux qu'on prenne le temps, mais il faut au moins commencer par quelque part. Puis si on le fait tous un peu,
on contribue au moins à mettre du bon contenu. Puis il n'y a pas juste les sciences qui mettent du bon contenu, il y a le milieu culturel, il y a le milieu médiatique. Beaucoup de gens le font. Oui, c'est ça. Mais beaucoup Mais en de sciences, en français, en tout cas, nous, c'est ça qui c'est a incroyable, orienté, hein? c'est qu'il y a comme un vide, tu sais, parce qu'il y en a plein des podcasts plus intellectuels ou académiques en anglais, tu sais, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur l'anthropologie, même en français, il y avait comme un vide que nous, on s'est dit, il faut qu'on... en Oui. France, mais Ouais. ici... Oui. J'ai eu le C'est même ça. réflexe. Puis les Français, le problème, c'est que c'est des Français. C'est un peu trop intellectuel. C'est pas assez accessible pour du réseau Ouais, social. non, C'est pas... c'est ça. Ils n'ont pas la même approche. Moi, je pense de- aux Québécois c'est ça. qui a tout le choix du contenu, Ouais. qui veut apprendre. Parce qu'évidemment, les gens qui veulent pas apprendre ne vont pas écouter nos podcasts. Non, c'est ça. À la base. Ouais. Donc, il y a quand même On a notre public cible. ça là, à qui- penser. c'est Mais ça. il faut que ça soit accessible. Les Français, des fois, ont cette tendance à alourdir un peu. J'adore les Français. Hein? Je suis beaucoup influencé par les auteurs français. On peut Ouais. penser à Bourdieu, Latour et compagnie. Mais ils n'ont pas la même culture de la Exact. communication Non. scientifique, tu sais. Non. Puis c'est correct aussi, là, mais Oui, puis le effectivement, public ça- français était différent aussi. Ouais. Eux sont habitués. Oui, Euh, c'est ça. Donc, je voulais un contenu généraliste, parce que j'avais remarqué aussi beaucoup de podcasts très bons, spécialisés. Il y en a en archéo, il y en a dans toutes les disciplines. Ils ont leur podcast, qui est très bien. Mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement un grand connaisseur va peut-être écouter les premiers épisodes, mais peut-être pas aller plus loin. Alors qu'un podcast généraliste, je trouvais intéressant que quelqu'un peut suivre puis apprendre un peu à tous les moments. Un peu Sur comme certains plusieurs épisodes thématiques, qu'on peut écouter dans les grandes émissions là, des découvertes, Ouais. etc. Mhm. On change de sujet, on apprend, on reste général, mais accessible. Puis mettre aussi de l'avant nos chercheurs, chercheuses. On en a des très bons. Oui, Hein? c'est ça. Oui, C'est c'est ça. c'est ça que j'ai trouvé intéressant en écoutant ton balado. C'est ça, c'est la diversité Ouais. d'invités que tu as, là, Oui. d'amener un historien puis une avocate Oui, Ouais. mettre à tout- Tikamek. Oui, puis- c'est ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que contrairement à nous, toi, tu es tout seul à l'animation, mais tu reçois 2 personnes. Oui, Fait que tu mets en relation des gens que tu es comme, hey, ces 2 personnes-là, ça Puis serait je bien veux ce qui se parle. parlent. C'est C'est ça, ça, c'est ça, tu sais. c'est tellement Des fois, ça cool. marche moins bien. Tu sais, c'est comme toutes les productions on essaye. médiatiques. Ouais. Là, on peut en parler à Guillaume Lepage pour Ouais, on en ouais, parle, il va avoir c'est la ça. même chose. Des fois, ça Ouais. marche, des fois, ça marche. Ouais. Tout le monde est ça. Des fois, on sort de l'enregistrement, mais on fait, un peu moins ça, celui-là. C'est ça. Mais c'est correct, un peu moins ça, ça veut pas dire que c'est mauvais. Non, c'est non, ça. c'est toujours, Exact. c'est ça fait toujours des rencontres intéressantes quand même. Ouais. Alors qu'il y a des podcasts que j'ai faits, j'ai parlé 1 ou 2 fois. Et Tout le les reste, gens ça se fait parlent entre eux. changer de Puis c'est seul, des c'est ça. bonnes discussions, ça, c'est juteux, c'est Ah très oui, bon. ouais. Mais je ça. travaille pas, c'est bon. Oui, c'est Ils facile. sont faciles. C'est C'est ça. ça. Puis ça communique bien. Moi, c'est ça que je veux, tu sais, de communiquer. Ouais. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour faire de la grande critique. C'est pas un épisode français, on peut dire. Je suis pas ça. là pour rentrer dedans. Non. Des fois, je suis comme, j'aimerais critiquer ça, mais c'est pas ma place. C'est ça. Moi, je suis l'animateur, je Ouais. donne des balles. C'est ça, exact. Laisse-toi, je suis pas là pour censurer, Ouais. je fais aucun montage. C'est vraiment Si de vous- montrer vous la laissez diversité de la recherche, puis que ce Exact. soit facile à suivre pour. Exact. Puis même pour s'il y a un quelqu'un qui public dit de quoi différent. que je suis pas d'accord, je vais le laisser. Mais mon but, si j'invite des gens puis qui se mettent à avoir des prises de position radicalement différentes des miennes, je vais peut-être dire que je suis pas d'accord, mais je couperai rien. Non, c'est Puis ça. il n'y a pas de censure. Puis je pense que c'est important aussi que beaucoup d'attaques envers les sciences ces temps-ci. Ouais. On pense que l'université, il y a plein de censure. Il n'y a pas vraiment. Non, c'est ça. Il peut en avoir, oui, dans des anecdotes, là, dans des événements qui sont plus contextualisés. Mhm. On peut les critiquer, d'ailleurs, mais en général, il y a une grande liberté. Oui. C'est aussi ça que je veux partager. Les gens, Ouais. que c'est le fun, la Vraiment, recherche. vraiment. On est libre et on peut utiliser ce Oui. qu'on veut. Yeah. Puis c'est le fun de pouvoir le partager. En tout cas, nous, on trouvait ça intéressant de partager ce qui se fait en recherche avec des gens qui ont peut-être pas fait le choix d'étudier en anthropologie, qui ont choisi autre chose, mais que ça intéresse pareil, puis que ça peut être intéressant, tu sais. Hey, là, Laurence, Je voyais le temps passer, moi, là. j'ai averti tout le monde, là, faites attention à vos oreilles parce qu'il est maintenant venu le temps du Culture pop! Ah, ça, c'était magnifique. Jamais aussi bien chanté. Donc, de quoi tu vas nous parler? Je voulais rester un peu sur le thème de l'environnement Ouais. et du Japon, Nice. en ramenant évidemment quelqu'un qui est assez connu, mais sous cet angle-là, peut-être un peu moins. En fait, oui, là, mais quand même. Revenez sur l'œuvre un peu de Hayao Miyazaki. Oui! Donc, Studio Ghibli, qui a cofondé.
Miyazaki, c'est le grand maître du cinéma d'animation au Japon, des Oscars à son actif, des grands films, des chefs-d'œuvre, on peut dire. Mais une de ses grandes originalités, surtout pour les auditeurs occidentaux, c'est son approche de l'environnement. La manière qu'il traite cette thématique, très différente que comment Hollywood pourrait les traiter. Miyazaki, c'est un vieux de la vieille, né en 1941. Là, il est à l'âge de la retraite, mais il fait tout le temps son dernier film. Oui, c'est ça. Le dernier, Le garçon et le héron, qui a été oscarisé. Aborde moins les thèmes de l'environnement dans celui-ci. Mais je voulais vous ramener un peu au début, en fait. Pas de sa carrière, puisqu'il a commencé plus tôt. Puis évidemment, on monte les échelons. On commence pas en faisant un film dès le début. Mais sa carrière, vraiment, avec un film très important, commence un an avant la création du studio Ghibli avec Nausicaa, de la vallée du vent. Un de mes films favoris. Un de ses plus grands chefs-d'œuvre, selon moi. C'est un grand classique. Nausicaa, 1984, ça vient d'un manga fait par lui-même, si je ne me trompe pas, qui a animé. C'est juste contextualiser l'histoire. On se retrouve dans un monde post-apocalyptique après une guerre. Ça fait 1000 ans que la guerre a eu lieu, qui a pas mal tout détruit. Une guerre de 7 jours qui a tout ravagé. Et là, on se retrouve avec une forêt qui grossit de plus en plus et qui crée des spores toxiques pour l'humanité. Donc, c'est une forêt qui vient purifier la planète de l'humanité. Et là, on est dans cette petite vallée avec une petite communauté agricole et une princesse, la personnage principale, Nausicaa, qui est une héroïne, là, tout ce qu'il y a de plus héroïque. Elle est intelligente, elle est talentueuse, elle est incroyable. Et elle manipule là, son petit vaisseau avion, deltaplane, là, son entre-deux. Et là, l'histoire est à travers elle, évidemment, de cette relation humain-environnement. Et il y a des humains qui arrivent avec des gros avions qui s'écrasent et qui représentent un peu l'industrialisation, la militarisation, qui veulent finalement détruire ce mauvais environnement, qui sont aussi représentés par des gros insectes très puissants, qui finalement indestructibles. Puis eux, il y aurait une arme capable de les détruire. Donc, c'est cette confrontation humain-environnement. Ça, c'est le premier approche qu'on a dans ce film. On se dit, OK, c'est très confrontationnel. En fait, non. À travers Nausicaa, qui est très intelligente, qui développe des liens très poussés avec la nature qui l'environne. On le voit dès le début avec un animal qu'elle adopte très facilement, un animal sauvage. Et avec elle, on traverse justement cette crise qui part de cette confrontation humain-environnement et qui glisse de plus en plus que l'histoire avance. Une histoire qui est vraiment pas hollywoodienne, qui peut paraître un peu bizarre. Là. C'est très, évidemment, Miyazaki. Là. C'est pas un format qu'on est habitué, mais qui glisse vers un traitement de la crise écologique de ce milieu-ci, comme une crise de relation, comme un manque de connaissances, finalement, et qui crée le problème. Et elle comprend finalement l'environnement et réussit à recréer, finalement, à la fin, à travers sa compréhension, une meilleure compréhension de l'environnement, finalement, résout le problème. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que la crise écologique qui existait à l'époque, là, dans les années 80, on parlait moins de crise climatique, mais au Japon, il y a beaucoup de crises environnementales locales, des contaminations, produits chimiques et tout. Beaucoup de ces œuvres s'inscrivent dans ce contexte politique japonais propre au Japon. Et on passe finalement d'une compréhension de la crise climatique qui passe à travers une cohabitation, finalement. C'est une crise de la relation qu'on a et non une confrontation. C'est une cohabitation qu'on fait mal, qu'on comprend mal. Et si on résout ça, on règle la situation. Et non dans une confrontation à essayer de tuer, finalement, ces représentations de l'environnement qu'est les insectes. Si on peut appeler ça un insecte, là, c'était des grosses bébites assez particulières. Théoriquement, ça a 6 pattes, c'est un insecte. C'est ça, c'est un insecte dans la forme, dans le phénotype, donc on garde le terme. Mais dans le sens, on voit différemment cette crise. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est d'actualité de voir la crise climatique. Pas une confrontation nature, société humaine. Puis non, le problème est dans nos relations à l'environnement. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir rétablir. Miyazaki arrive avec cette conception. Il y a ça depuis longtemps. Et c'est typique au Japon. On voit beaucoup de ce type d'œuvre qui met ce type de relation à l'environnement. Et Miyazaki est le plus populaire, donc je voulais en parler et inviter les gens à
réécouter certains de ses films, entre autres Nausicaa, ouais. entre autres Princesse Mononoke. Oui. Même chose, hein, même type Ouais, même pattern un de peu, pattern où on met dans la relation le problème et non dans la Uh-huh. confrontation. Vraiment. Puis là, il y a plein d'autres belles choses avec Miyazaki, là, mais je voulais focusser là-dessus. Vous Oui. irez en écouter. Hey, merci, Merci à vous. beaucoup. C'était un plaisir. Là, je rappelle, hein, donc, ton balado, ça s'appelle La science des sciences. C'est disponible sur Apple Balado. Est-ce que c'est disponible ailleurs? Sur YouTube, sur Spotify, ouais. Et- Québec, Balado Québec. Ouais. Parfait. Fait que moi, Puis, j'inviterais. je tout le monde. vous invite aussi à mon balado. Ah. Yes. C'est aussi prévu à l'horaire. Yes! Donc, on va aussi parler Nice. de science et de vulgarisation scientifique. Oui, ça j'adore. serait un peu plus trop largement bien. avec vous. Donc, ça va être Oui. aussi très le fun. On va faire l'enregistrement cet hiver et donc publier un peu plus tard. Un moment donné. On C'est a ça, on a hâte. bien hâte. Fait que nos chers auditeuristes, stay tuned, comme on dit en bon français, mais je vous invite aussi à aller écouter ces épisodes là, de La science des sciences qui sont déjà publiés, sont super intéressantes. Puis, voilà. Voilà, je pensais que tu allais faire ton petit speech d'aller nous suivre Oui, c'est ça, sur je les voulais faire. réseaux, aller commenter. Et ça fait vraiment la différence. Hein? Ah oui, pour hein? être dans le réseau, là, Ouais. ça fait la question de visibilité. Il ne faut pas juste se fier au gouvernement pour faire des politiques. Là. Liker, partager, Oui. ça Oh, oui, change pour beaucoup. C'est vrai, des questions s'il vous plaît, d'algorithmes. gang. Les algorithmes, on ne les connaît pas parce que c'est secret, mais on le sait que c'est ça que ça prend. C'est Donc, ça. si vous aimez Oui. des choses, maintenant, je le fais Liker, beaucoup. Hein? commenter, J'aime une partager. vidéo sur YouTube, peu importe quoi, je le like. C'est ça. Ouais. On veut plus que ce type de contenu. Ça coûte Liker, rien, là. si vous pouvez partager, ça coûte rien, Oui, mais ça fait c'est toute la ça. différence. C'est ça. Bien, ça fait toute la différence dans la visibilité de notre balado, mais aussi pour nous, parce que nous, on fait ce balado-là très largement de façon bénévole. Fait qu'on aime ça quand vous nous écrivez ou quand vous commentez nos posts ou quand vous nous envoyez des messages ou que vous nous laissez des avis. Là, on aime ça, savoir vous êtes qui, puis savoir qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimez pas, mettons. Là. Fait qu'on se retrouve le mois prochain Oui. pour un autre épisode. Et d'ici là, Ne boudez pas votre plaisir. Bye bye. Bonne année 2026. Bye bye.